de gravité dont j'avais été en point lors de mon investiture le 6 avril 2016 dans cette même ville, Porto Novo, capitale de notre pays, si chère à nos cœurs. La République n'est-elle pas toujours forte quand elle finit par réunir tous ses enfants, au-delà de toutes les contradictions inhérentes à l'animation de la vie politique, pour faire converger leurs forces vers les mêmes objectifs d'unité nationale et de développement économique et social. N'est-ce pas, honorable député, le rappel à ce devoir que nous renvoie notre célèbre symbole de la jarre trouée qui décore si majestueusement l'enceinte de ce palais de gouverneur qui nous accueille. C'est cette image que nous devons toujours garder à l'esprit afin de parvenir à la construction de notre pays d'une nation solidaire et prospère. À l'époque de mon entrée en fonction, la situation politique, économique et sociale de notre pays n'était guère reluisante. La suprématie écrasante du pouvoir exécutif et le clientélisme érigé en mode de gouvernance étaient devenus une menace constante pour la démocratie et la liberté par suite de la rupture de l'équilibre constitutionnel des pouvoirs. L'indice de développement humain n'était pas favorable pour laisser envisager une continuité à l'issue heureuse. Il était estimé à 0,48 en 2015 et classait ainsi le Bénin au 166e rang sur 177 et avec un taux de pauvreté de 40,1%. Le déclassement du Bénin était devenu inquiétant sur plusieurs plans. Et selon le rapport d'évaluation du système national d'intégrité 2016, le niveau d'intégrité était globalement très faible. Notre administration publique, quant à elle, était quasi léthargique, politisée à outrance, rongée de l'intérieur par toutes sortes de trafics et de pratiques malsaines. La chaîne des dépenses publiques était peu maîtrisée et caractérisée par un manque de rigueur dans ses maillons essentiels. L'absence d'une politique énergétique cohérente et durable impactait drastiquement la vie sociale et compromettait fâcheusement la dynamique de l'activité économique dans notre pays à cause des coupures intempestives de l'électricité. Voilà pourquoi j'avais indiqué que l'urgence était aux réformes politiques et administratives, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, ainsi qu'à la restauration de la crédibilité de notre pays. Aujourd'hui encore, notre pays va mal. Je le concède volontiers, et les défis pour le relever apparaissent immenses au regard du chemin qui reste à parcourir, ainsi que des efforts et des sacrifices qui seront nécessaires pour satisfaire les légitimes attentes de nos populations, toujours exposées à la précarité et à la misère. Je sais que les exigences des peuples sont toujours proportionnelles au degré de leur souffrance. Je lis l'inquiétude dans les regards de mes compatriotes. J'entends les critiques, souvent acerbes, qui sont faites. C'est dire que j'ai pleinement conscience de la légitimité, de l'impatience de nos concitoyens et j'appréhende dans sa juste mesure l'immensité de la tâche qui attend mon gouvernement et moi-même. C'est pourquoi je voudrais redire en cette occasion solennelle que mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses, mais plutôt celui de la responsabilité. J'entends pour cela réitérer mon engagement de me consacrer tout entier à l'œuvre de redressement de notre pays et au bien-être de nos concitoyens.
Je sais que pour y parvenir, il faudra du temps, beaucoup de temps, de la méthode, mais aussi de la rigueur. Et je le sais d'expérience puisque dans le parcours qui est le mien, je n'ai jamais fait le choix des approximations, des raccourcis, des facilités. Ainsi, de la même façon que le peuple attend, je suis tout aussi impatient de réformer, de reconstruire, sachant que les réformes ne seront pas achevées en une année et qu'il n'y aura pas non plus le plein emploi au bout d'une année seulement. Je voudrais d'ores et déjà faire appel au bon sens et au patriotisme de tout un chacun afin d'éloigner de nous l'esprit mesquin et immature de la diabolisation qui trompe dangereusement la réalité, pervertit les objectifs et compromet inutilement l'unité nationale. Ce que j'ai déjà entrepris me donne l'espoir pour ce que nous avons à accomplir demain afin de rétablir la prospérité et la fierté nationale. Je crois en effet que la force d'une nation ne réside pas nécessairement dans l'étendue de ses richesses, mais plutôt dans le dynamisme de ses institutions et la capacité de ses dirigeants à faire des choix pertinents. Ma conviction est aussi que de grandes choses sont possibles toutes les fois que l'imagination sert un objectif noble et que le courage s'allie à la nécessité. C'est pourquoi ma seule boussole a été jusqu'à ce jour l'engagement pris devant les Béninois, à mon âme et conscience, de donner le meilleur de moi-même pour poser les jalons d'un développement socio-économique, institutionnel et politiquement solide et durable. Ainsi, les premières initiatives ou décisions prises par mon gouvernement avaient pour principal objectif d'arrêter la saignée de la dépense publique par l'identification et la résorption des poches de gaspillage de l'argent public. L'acte fondateur a été la réduction du train de vie de l'État grâce notamment à une redéfinition à la baisse de notre appareil gouvernemental, le nombre des ministères que nous avons fait passer de 28 à 21, soit une réduction de 25%. La chasse aux coûts inutiles devant impérativement passer par la modernisation de notre administration, mon gouvernement a centralisé l'élaboration des décrets organisant les différents ministères sectoriels dans une vue d'ensemble et dans le respect des dispositions constitutionnelles. Cette démarche globale a permis, grâce à la suppression de nombre important de services, en doublant et à la mutualisation des compétences bien ciblées, de réduire de plus du tiers le nombre des directions générales, qui est passé de 430 à 280. Cet assainissement structurel nécessaire a été renforcé par un assainissement de nos ressources humaines. Cela devrait passer inévitablement par la courageuse décision d'annuler les concours frauduleux à la suite des investigations qui ont mis à jour de nombreuses irrégularités inadmissibles dans un pays de droit. Cela devrait également passer par la lutte contre les faux diplômes, car il n'y a point de progrès sans justice sociale. Tous les secteurs de la vie économique, sociale et administrative ont été mis en chantier très rapidement. La délicate question de la désignation des chefs de département, restée en suspens depuis plus de 15 ans, a été traitée diligemment et avec méthode afin de clarifier la situation administrative de nos préfectures. La carte universitaire a été revue et corrigée sur la base de critères qualitatifs avec la volonté de doter nos universités de moyens conséquents et d'enseignants qualifiés en effectifs suffisants. C'est une réforme majeure qui devrait développer à court terme des filières de formation professionnelle porteuses et promouvoir des activités de recherche dans les pôles économiques
Ainsi, les diplômes délivrés par nos universités ne seront que davantage valorisés. Dans le secteur agricole, qui est le moteur de notre économie, la filière coton notamment a fait l'objet de réformes structurelles urgentes qui l'ont fait sortir de la tutelle encombrante de l'État, permettant ainsi la prise d'initiatives efficaces et indispensables pour sa compétitivité. Il n'y a pas de subvention de l'État à la filière coton lors de la campagne en cours 2016-2017. Chose inimaginable ces 20 dernières années. La création de 7 agences territoriales de développement agricole en lien avec les pôles de développement agricole et 12 directions départementales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche répond à l'impératif d'un développement équilibré et différencié de l'espace national basé sur la valorisation des potentiels régionaux. Face à la détresse énergétique dans laquelle se trouvaient nos compatriotes, j'ai pris l'engagement ferme d'y mettre un terme en engageant des investissements lourds pour renforcer la capacité énergétique de notre pays et assurer à nos populations la fourniture en énergie. En dépit d'un retour partiel des coupures d'électricité, inhérent malheureusement à certains travaux de rénovation en cours, je peux avouer que la situation s'est nettement améliorée. Dans le cadre de la restructuration de notre économie, le secteur privé doit jouer son rôle de créateur de richesses et d'emplois avec l'accompagnement du gouvernement et de l'administration publique. À cet effet, la loi de finances rectificative gestion 2016, caractérisée par le principe de modestie financière et adoptée par votre auguste Assemblée, a prévu des mesures de facilitation aux opérateurs économiques ainsi qu'aux citoyens de façon générale. L'une des mesures qui touche l'ensemble de la population est le renoncement de l'État à percevoir les droits d'enregistrement des conventions de vente des parcelles en vue de faciliter la sécurisation foncière. Des innovations ont été introduites dans le projet de loi de finances 2017 dans le sens de l'amélioration du climat des affaires qui porte entre autres sur la suppression de l'exonération de tout droit et taxes de douane ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur le matériel informatique et sur les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés à la mise en place de flottes de taxis dans nos grandes villes. La défiscalisation des investissements et salaires dans les domaines du sport, de la culture et des arts. Une série de mesures urgentes a été également prise rapidement pour corriger des dysfonctionnements et des insuffisances dans plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres de la création des tribunaux de commerce et du renforcement des moyens de nos tribunaux et cours d'appel, dans nos tribunaux et nos cours d'appel, de la création d'une agence pour le cadre de vie et le développement du territoire, de la création d'une agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement du tourisme, l'acquisition de matériel pour améliorer les capacités d'action et de réaction des forces de sécurité, la mise en enfermage de 3 hôpitaux de zone pour garantir une prise en charge de qualité des patients, la création du Conseil du numérique qui traduit la volonté de mettre sur orbite notre pays sur le plan du développement numérique. Autant de décisions prises et de chantiers ouverts en très peu de temps. La question d'emploi des jeunes est une préoccupation majeure de mon gouvernement. Je sais combien les populations sont impatientes, voire critiques par rapport à la situation de précarité dans laquelle vit une grande partie de notre jeunesse. Je ne puis m'en satisfaire. Je prends ici l'engagement de veiller à ce que l'attente ne soit pas trop longue. Nous avions longtemps pensé notre développement au Bénin comme une série de petites retouches sectorielles à court terme et sans aucun creuset économique structuré. Nous avions pris l'habitude de traiter à chaud les problèmes et de nous contenter des solutions limitées aux circonstances qui les ont générées.
nous avions manqué de vision globale pour notre pays. Comme vous le savez déjà, le choix de mon gouvernement a été de concevoir un vaste programme d'action, à la fois global, ambitieux et visionnaire, qui affiche clairement notre volonté d'engager des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans notre pays. Ce programme nous a été longuement exposé dans les détails lors de son lancement le vendredi 16 décembre 2016. Il produira d'autant plus de résultats que les actions d'assainissement du cadre macroéconomique et de maintien de la stabilité, ainsi que la transformation structurelle de notre économie, seront poursuivies. Aucune économie, au XXIe siècle et dans un monde globalisé, n'est viable en dehors d'une intégration sous-régionale et régionale renforcée. Et bien sûr, dans le respect des critères de convergence définis. De ce point de vue, nous avons décidé de dynamiser notre coopération avec les pays de la CEDEAO, en particulier avec le Nigeria, par la création d'un guichet unique pour promouvoir les échanges à travers le renforcement du système d'intelligence économique et la facilitation des actions spécifiques de coopération économique. La transformation structurelle de notre pays exige également de faire de la fiscalité un véritable outil d'impulsion capable de favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat. À ce sujet, les secteurs touristiques, culturels, agricoles et le secteur du numérique représentent un gisement d'emploi pour les jeunes. Nous devons être en mesure de mobiliser de manière stratégique les ressources financières nécessaires à nos ambitions par des mécanismes novateurs de mobilisation des ressources privées en complément des ressources propres et des financements publics extérieurs. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais, devant votre auguste assemblée, rassurer mes compatriotes de ce que les réformes audacieuses déjà engagées, et c'est l'avenir, sont bien pensées, bien conçues et évaluées avec méthode et rigueur. Elles seront, j'en suis convaincu, plus porteuses d'efficacité économique, de justice dans l'accès aux services publics de qualité, de confiance entre les collectivités, les entreprises et les citoyens. Ma conviction est que l'environnement politique et économique, en dépit du contexte international et sous-régional peu favorable, augure de bonnes perspectives pour booster la nouvelle dynamique du développement de notre pays. L'année 2007 qui commence s'annonce sous de bons auspices. Elle marquera le début visible de cette transformation. La loi sur le partenariat public-privé et l'amélioration du climat des affaires favoriseront sans doute un développement certain du secteur privé. Dans le cadre de l'appui à la compétitivité des entreprises commerciales, nous mettrons l'accent sur la promotion des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. De même, nous veillerons au respect des principes de la libre concurrence et à la mise en place de mesures incitatives pour l'exportation. Le gouvernement poursuivra l'extension du réseau routier bitumé par l'exécution de grands chantiers routiers, des travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation des pistes rurales, la sauvegarde du patrimoine routier et la promotion de logements économiques et sociaux. Le secteur de l'éducation me tient particulièrement à cœur. Les actions phares à engager concernent entre autres la création et l'opérationnalisation d'une agence pour la qualité et l'évaluation dans l'enseignement supérieur. La mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation de la gestion de l'éducation à travers la constitution d'un pôle d'inspecteurs départementaux, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, la poursuite des recrutements d'enseignants dans les 3 ordres, la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, comme vous le constatez, le travail à accomplir est immense. Autant que la volonté d'agir avec efficacité est une foi inébranlable. Nous sommes, mon gouvernement et moi, plus que jamais déterminés à travailler sans relâche pour renforcer l'image de marque de notre pays
à travers l'innovation. Nous sommes un pays de dimension modeste sur le plan géographique, certes, mais nous avons du génie et pouvons surprendre le monde. Il nous faut du courage, beaucoup de courage pour garder un rythme soutenu dans l'effort et la persévérance. Nous avons besoin de rester unis dans la paix et la cohésion sociale pour relever les défis qui s'imposent à notre pays afin d'assurer à nos enfants un avenir meilleur. Le diagnostic est fait. Les remèdes sont identifiés et la machine est en voie d'être relancée. Si ma démarche est comprise, il nous faudra un peu plus de patience. Mais nos rêves ne deviendront réalité que si nous portons tous les mêmes espoirs. Changeons de mentalité. Faisons nôtres les valeurs cardinales telles que le respect de l'autorité, de la loi et de la chose publique. Aucune main ne sera de trop face à la tâche qui nous attend. Et je puis vous rassurer qu'en conjuguant nos efforts pour l'intérêt général, nous parviendrons à faire de notre pays un pays stable, un pays uni et de paix, un pays à économie prospère et à bien-être partagé. Honorables députés, j'ai bien conscience que les défis auxquels nous devons faire face sont réels et immenses, mais nous les relèverons ensemble, patiemment, méthodiquement, en établissant les priorités et les programmes de redressement. Je voudrais pour cela vous donner l'assurance, Monsieur le Président, honorable député, que je garderai toujours à l'esprit l'intérêt général, rien que l'intérêt général. Ma conviction est que ce mandat sera celui de la responsabilité et de la reconnaissance du devoir envers notre beau pays. Devoir que toutes les générations présentes et futures devront accepter dans la joie et non avec difficulté ou à contre-cœur. Monsieur le Président, honorable député, avec cette certitude qu'il n'y a rien de plus réconfortant et de plus satisfaisant pour l'esprit que de se donner tout entier à une tâche difficile. J'ai la conviction que nous y parviendrons. J'ai la certitude de pouvoir remettre notre pays sur le chemin du développement, même si je dois redouter et peut-être éprouver des difficultés de parcours. Je suis prêt. L'état de nos pays ne m'effraie point. Nous avons les moyens d'y parvenir. Je voudrais terminer mon message, Monsieur le Président, député, en souhaitant chacun de vous, à vos familles respectives et à tout le peuple béninois et aux amis du Bénin, mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Vive notre pays. Je vous remercie.